Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce débat. Je me présente, je m'appelle Nicolas Arpagian, je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Prospective Stratégique et je vais coordonner ces débats, coordonner ces échanges qui vont porter sur cet intitulé extrêmement impressionnant puisque effectivement il couvre tous les champs de notre activité humaine et technique, tous connectés. De quelle société numérique voulons-nous ? Pour débattre, je vous rappelle rapidement les règles, en quelque sorte, au sein de cette Université de la Terre, c'est-à-dire que je vais vous présenter nos différents contributeurs de manière à ce que vous sachiez à qui vous avez affaire et que vous compreniez mieux leur prise de position. On va pouvoir commencer à esquisser des pistes de réponse sur cette problématique et ensuite on va vous passer la parole puisque l'intérêt justement d'une telle séquence c'est également de l'échange qu'on peut avoir et du partage que nous pouvons produire dans le cadre justement de nos débats avec notamment des étudiants qui ont travaillé en amont sur la problématique mais également vous-même en tant que participant. La règle sera simple, il suffira juste de vous présenter et de poser votre question à l'un ou l'autre de nos intervenants. Alors, juste un mot pour excuser Axelle Lemaire. La secrétaire d'État a eu vraiment au dernier moment un petit conflit d'agenda qui fait que malheureusement, elle ne pourra pas être parmi nous. Donc, vous vous doutez qu'elle nous a témoigné tout son soutien pour cet échange, mais malheureusement, elle n'a pas pu être parmi nous ce matin. Alors, pour aborder cette question extrêmement vaste de cette société numérique que nous voulons dans un environnement où nous serions, où nous sommes déjà tous connectés, nous avons réuni des praticiens, des gens qui effectivement ont réfléchi, soit dans des modèles économiques, soit dans des problématiques de pédagogie, d'enseignement, de transmission d'informations, de manière à ce qu'il y ait une construction collective de cette économie numérique. Dans société numérique, les organisateurs ont mis un S minuscule. Il est évident que cela conditionne au-delà de l'entité commerciale, la société strictement commerciale et l'entreprise. On parle bien évidemment de société avec un grand S, cette collectivité humaine dans laquelle il y a des gens de niveaux différents, d'âges différents, de conditions différentes et qui donc eux aussi sont sujets ou objets de cette société connectée. Pour débattre de cette thématique, alors on va procéder de manière non protocolaire et strictement linéaire, de manière à ce que vous ayez en tête donc à l'extrême droite de ce panel Benjamin Desgachons, qui est directeur de Change.org France, qui notamment un site qui a vocation à organiser, à structurer des démarches participatives, puisque ce sont des pétitions, et faire en sorte que justement le débat public s'organise, se structure, avec la possibilité de réunir des gens d'univers différents, de localisations différentes, et qui partagent des points de vue, les coalisent, et de manière là aussi à changer l'environnement de la société, et donc effectivement il nous expliquera la démarche de son activité. À ma gauche, ensuite Frédéric Mazella, qui est fondateur, président de Blablacar. Blablacar, c'est une entreprise qui justement est partie du besoin, du service qui pouvait être rendu aux utilisateurs, le covoiturage, la manière dont effectivement on peut rentabiliser, on peut réduire la dépense de voyage et partager ce déplacement, ce temps de transport et nous expliquer comment est-ce que justement cette technologie, le fait que nous soyons au bout de ce smartphone, de cette tablette, en mesure de jouer un rôle dans un univers qui lui est très physique cette fois-ci, qui est l'univers du transport. À côté de moi, de l'autre côté, Emmanuel Carly, qui est directeur général d'Epitech. Je parlais de pédagogie tout à l'heure, c'est évidemment avec l'enseignement tant dans l'usage, dans la création de la technologie, avec justement l'informatique et cette capacité à concevoir, à bâtir ces outils numériques, mais également avec tous ces déploiements, de manière qu'au-delà du simple laboratoire, qu'il y ait des déclinaisons dans notre vie quotidienne. Et enfin, Stéphane Distinguin, qui est président fondateur de Faber Novel. Alors, il est
également président d'un pôle de compétitivité. Justement, il pourra également s'appuyer sur cette expérience. Il est au Conseil national du numérique et Faber Novel fait justement du conseil dans le domaine de cette innovation, de voir comment est-ce qu'elle trouve sa place dans les modèles économiques, dans la manière de produire, la manière de concevoir, la manière de distribuer et donc au final notre manière de consommer. On voit des aspects donc différents de cette société qui est affectée, alors dans le bon sens on peut le souhaiter du terme, mais également avec des effets de bord par cette connexion tous azimuts et qui donc a des conséquences sur la manière dont on conçoit nos existences, la manière dont on conçoit notre développement et donc notre vie en société. Alors on va procéder de manière à avoir justement quelques éléments de réponse, les premières pistes en interrogeant nos différents contributeurs et ensuite justement à ce que vous puissiez réagir, compléter, voire contredire certains des éléments à partir de l'expérience que vous avez ou du point de vue auquel vous êtes arrivé. Frédéric, pour commencer, effectivement, je parlais de cette histoire de là où la technologie rend possible le passage du besoin, du service à la création économique. Bonjour à tous. Nous, ce qui nous concerne, nous, la technologie a permis simplement d'optimiser des comportements et des usages. Si on regarde comment on utilise nos voitures aujourd'hui, elles sont quasiment toutes vides, elles sont garées 96% du temps. Et donc nous, on permet aux gens d'économiser grâce à la mise en relation des conducteurs qui ont des places libres et des passagers qui cherchent les déplacements. Donc on est exactement sur une solution qui permet d'optimiser le réel, j'ai envie de dire. Voilà, on sait tous que rouler avec des voitures à vide, c'est absolument pas optimal, ni économiquement, ni écologiquement, ni même socialement. Et donc on utilise la technologie pour faire les bonnes mises en relation entre les bonnes personnes pour pouvoir justement optimiser tout ça. Stéphane, justement quand il s'agit de parler d'innovation et de voir comment est-ce que on a l'outil technique et quand on pose cette question de quelle société numérique voulons-nous, au-delà de l'outil, effectivement le projet de société qui l'accompagne. Alors d'abord je voudrais vous remercier de nous inviter et de pouvoir vous proposer comme ça une vision du futur entre hommes blancs entre 35 et 45 ans. Et j'espère qu'à la fin vous saurez si le monde est plutôt quel système pilaire en fait on adopte. Donc cheveux, pas cheveux, barbe, pas barbe, dans cette option en fait du monde qui vient et que j'espère évidemment numérique. Alors maintenant, si je dois vous répondre sur comment est-ce qu'on prend cet aspect-là, il y a énormément. Alors, mon ami Frédéric a parlé des capacités excédentaires, des excess capacities en fait, qui sont tout ce qu'on peut prendre et tout ce que le numérique permet d'avoir comme levier. Il y a énormément de poches comme ça, de capacités excédentaires à relever dans les entreprises et c'est sans doute les entrepreneurs qui sont le mieux placés pour le faire. Mais il n'y a pas que les entreprises. Moi, mon sujet en tant que pôle de compétitivité, c'est aussi de faire le lien entre les différents acteurs en fait, de ce monde qui bouge. Et ces différents acteurs, c'est aujourd'hui des très grandes entreprises qui assurent quand même des centaines de milliers d'emplois. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va parler de l'impact social en fait, de cette révolution numérique. Mais il y a aussi des emplois. Il faut savoir upgrader en fait, ces entreprises. Ça, c'est un élément qui est un élément essentiel. Il faut savoir aussi amener la recherche dans nos domaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les usages. Donc, il y a des idées brillantes comme celle de Frédéric, il y a déjà quelques années. Mais il faut aussi garder en fait, l'ambition de faire de la recherche et de changer le monde. Si Frédéric reprend la parole et peut parler de son passé à la NESA ou ailleurs, il faut aussi imaginer ce continuum et emmener avec nous les chercheurs. Donc je pense que le numérique, dont pour moi le bilan est extrêmement positif sur ces, on va dire, 15-20 années de développement, est à partager. Et jusqu'à maintenant, ce qui me semble nouveau, et c'est le modèle change.org, c'est l'Epitech avec ses étudiants, c'est que tout le monde peut y contribuer, tout le monde peut y participer, c'est ça qui est radicalement nouveau dans le numérique. Alors, tout le monde peut participer, effectivement, ça passe naturellement la parole à Benjamin sur justement cette plateforme Change et la manière dont justement elle incarne ou elle illustre pour son rôle justement cette dimension numérique et cette affectation de la société en général. En tout cas, c'était l'intuition qu'a eu notre fondateur Ben Rattray aux États-Unis en 2007 quand il a lancé Change.org. C'était à l'époque où se créait un site qui s'appelait The Facebook en 2004-2005. Et il s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser le pouvoir de connexion d'Internet pour pas simplement se connecter, échanger, mais pour pouvoir agir concrètement sur la société, sur la prise de décision publique. Et ce qui est intéressant, c'est souvent le cas sur les aventures Internet, c'est que
l'outil pétition en lui-même n'était pas du tout dans le modèle d'origine de Change.org. On est sur un modèle qui a une longue histoire, hein, si on remonte à la Révolution française ou aux luttes pour la fin de l'esclavage aux États-Unis. L'intuition ici et le plébiscite des utilisateurs, c'est de voir que cette approche de pétition fondée sur la participation très large, horizontale, et en même temps sur la mise en avant de propositions, elle est renouvelée, décuplée dans son efficacité par l'outil Internet. Une plateforme comme Change.org, à mon avis, les évolutions majeures qu'elle apporte, c'est le fait que aujourd'hui, chaque citoyen où qu'il soit réalise le pouvoir qu'il a entre les différentes échéances électorales tous les 5 ans, le pouvoir au quotidien qu'il a de s'organiser, d'organiser autour de lui des masses critiques de citoyens allant dans le même sens, faisant des propositions et pouvant les faire remonter à l'oreille des décideurs. Et ce qui est intéressant, à mon avis aussi, dans cette évolution majeure, c'est que les décideurs sont invités aussi à participer à cette évolution et à ce dialogue renouvelé par Internet. Si vous prenez une plateforme comme Change.org, aujourd'hui, c'est des centaines de responsables politiques et d'entreprises qui viennent créer leur profil sur la plateforme, dialoguer directement avec ces citoyens connectés, pour pas simplement prendre connaissance des messages qui leur sont adressés, mais pouvoir y répondre directement. Et donc on est en train d'évoluer vers une forme de ce que j'appellerais démocratie connectée, dans laquelle vous avez de plus en plus de citoyens qui redécouvrent ce que c'est que l'engagement via ces outils, qui ne sont pas du tout déconnectés du réel. Il s'agit bien de faire remonter des propositions souvent du terrain sur des causes très concrètes liées à l'environnement, le social, l'éducation, etc. Mais par ces outils Internet, vont pouvoir entrer en contact et dialoguer avec des décideurs qui font le jeu de cette démocratie connectée. Et donc on est finalement qu'aux prémices de ces évolutions majeures. Change.org, c'est 120 millions d'utilisateurs dans le monde, plus de 5,5 millions en France en quelques années à peine, et on voit des pays comme la Russie, l'Indonésie, où on pense que la participation démocratique est avant tout un problème et verrouillée par le pouvoir, qui est en train de s'ouvrir grâce à ces outils horizontaux et participatifs que propose Change.org et d'autres plateformes de mobilisation citoyenne. Alors, rien de tel pour justement préparer l'avenir, anticiper les nouveaux usages, les nouveaux développements, c'est l'enseignement. Alors effectivement, Emmanuel Carli, en tant que directeur général d'Epitech, votre approche de cette société tout le temps connectée, quand on est à la tête d'une école d'ingénieurs, comment est-ce qu'on intègre cette problématique ? Bonjour à tous et merci de nous donner l'opportunité d'échanger à propos de ce sujet qui nous passionne tous et qui, moi, m'anime depuis une vingtaine d'années maintenant. La grosse difficulté qu'on a aujourd'hui sur l'enseignement en informatique, c'est la vitesse à laquelle les choses évoluent. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le monde qu'on connaît aujourd'hui, les racines, c'est un peu les années 90, c'est l'open source, c'est le communautaire. Quand vous regardez Linux, ce qu'est Linux aujourd'hui, c'est l'initiative d'une seule personne. Quand vous regardez PHP, c'est l'initiative d'une personne. Vous avez des tonnes d'exemples aujourd'hui. Quand les industriels veulent faire évoluer rapidement des technologies, qu'est-ce qu'elles font? C'est open source et communautaire. Donc on peut faire le lien entre tout ce qui a été dit ici sur l'Internet, la société, c'est nous, c'est vous, c'est nous qui la faisons, en y contribuant. Et l'informatique est un moyen pour arriver à des objectifs qu'il faut définir. Donc les choses vont à 200 à l'heure, les technologies avancent à 200 à l'heure, et nous, notre objectif, dans le cadre de l'école d'Epitech, c'est de créer autour de nos étudiants des conditions d'un écosystème pour qu'ils comprennent le fonctionnement, qu'ils acquièrent des compétences techniques, qu'ils apprennent à apprendre, parce que les choses évoluent tellement vite. On n'apprend pas des sciences physiques aujourd'hui comme on apprend l'informatique, et de pouvoir, comme ça, avec le temps, saisir les opportunités. Donc, des compétences techniques, des compétences humaines, comprendre l'environnement, comprendre le monde dans lequel on évolue. Donc, on a eu l'honneur d'avoir Stéphane avec nous la semaine dernière lors du forum EIP où on présente des projets étudiants, qui va venir donner son point de vue, confronter, projeter. Et ce qu'on cherche à faire beaucoup aujourd'hui, c'est de donner du sens aux projets qui sont portés par les étudiants. L'outil informatique est un outil colossalement puissant. Dans les années 90, une image que vous pouvez avoir en tête, c'est un développeur, globalement, il était derrière une machine, quelques serveurs. Aujourd'hui, un développeur, il est derrière un data center. Vous avez une force de frappe qui est gigantesque. Voilà. Donc, c'est un monde changeant, c'est un monde qui a un impact important. Il faut en avoir conscience, il faut définir les objectifs, là où on veut aller. Et nous, notre objectif en tant qu'école, c'est de faire grandir le maximum de nos étudiants
pour qu'ils atteignent leur port de destination. Frédéric, sur la problématique justement du tous connecté, c'était la condition nécessaire. C'est-à-dire, est-ce que l'idée, elle existait avant et qu'elle était en stand-by, et elle attendait, c'est le fait d'être dans un univers tous connecté? En fait, pour ce qui est de notre activité pure, c'est-à-dire mettre en relation deux personnes qui font le même trajet au même moment, il se trouve que la probabilité est assez faible. Alors, une fois qu'on est sur les routes et qu'on voit plein de voitures, on se dit ah mais en fait tout le monde va dans la même direction. Sauf que c'est une fois qu'on est tous sur la même route qu'on se rend compte qu'on est tous sur la même route. Quand il s'agit d'aller à l'avance prédire qui va être au même moment, au même endroit et va devoir faire le même trajet, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, ça demande du coup à ce qu'un maximum de personnes soient connectées. Donc on est très clairement sur un phénomène qui n'aurait pas pu naître si on n'était pas tous, ou en tout cas une grande partie, connectés. C'est-à-dire que je dis parfois que voilà, la Ford T est apparue en 1908. Je pense que si Internet était apparu en 1908, on ferait du covoiturage depuis 1909. Parce que c'est tellement évident quand on regarde en plus économiquement ce que c'est. J'ai fait un petit calcul l'autre jour juste pour fixer les choses, mais entretenir et faire tourner une voiture, ça coûte à peu près 5 à 6 000 euros par an quand vous comptez l'essence, le péage, la dépréciation du véhicule qui est énorme, hein, parce que vous achetez une voiture 20 000 euros puis vous la revendez 10 000 euros quelques années plus tard, donc vous perdez plusieurs milliers d'euros par an. Vous prenez aussi les frais de parking, les réparations, l'assurance, éventuellement les PV, et vous arrivez à 5-6 000 euros par an par voiture. Il y a 38 millions de voitures en France. En fait, 38 millions fois 5 à 6 000, ça fait 200 milliards. Donc on dépense 200 milliards d'euros chaque année pour maintenir et faire tourner toutes nos voitures, c'est-à-dire 10% du PIB. Ensuite, vous prenez l'autre aspect qui va être l'usage. Donc les voitures passent 96% de leur temps arrêtées, 0,5% de leur temps dans les bouchons, 0,8% de leur temps à chercher une place. Il nous reste 2,7% du temps où les voitures vont effectivement d'un point A à un point B. Et sur ces 2,7% du temps, 3 fois sur 4, il y a juste un conducteur à bord. Donc en fait, on utilise à peu près un quart de 2,7% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB. Donc en fait, quand on regarde les choses de cette manière-là, économiquement, on se rend compte de l'immensité de la chose. Et on se dit qu'effectivement, ce qui manquait, c'était la possibilité pour les gens de savoir qu'ils faisaient les mêmes trajets au même moment, ce qui fait que posséder un véhicule ne devient plus nécessaire, ça devient véritablement superflu, voire beaucoup plus d'ennui qu'autre chose, parce que voilà, faut s'en occuper, faut la garer, faut la réparer, on n'est jamais tranquille quand on a sa voiture dehors, on se dit je ne sais pas si je vais la retrouver. Enfin, voilà, c'est beaucoup de tracas. Et en plus, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, où on a beaucoup de choses à gérer, ça fait un truc de plus, quoi. Donc, en fait, le fait qu'on soit tous connectés nous permet de bénéficier de ces assets, enfin, ces possessions qui sont très largement sous-utilisées. Stéphane en parlait tout à l'heure, enfin, en touchant à peine on touche la surface de tout l'ensemble des choses qui sont sous-utilisées dans la société. Et plus on se dit que l'opportunité est incroyable. Alors surtout quand on a fait de l'informatique, ça nous saute aux yeux, quoi. On se dit mais c'est pas possible, là il suffit de mettre un petit algorithme pour optimiser ce truc là et on va créer des miracles. Et donc en fait c'est ce qui se passe, on rajoute une couche logique, technologique, algorithmique, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas une couche d'optimisation sur un monde réel absolument sous-optimisé, et à ce moment là on peut faire des miracles. Alors, la question aussi se pose du développement, c'est-à-dire que si on prend ce modèle-là, il se base sur le fait qu'il y a déjà un équipement de voitures à travers la population, donc il y a une production de richesse qui a permis l'investissement dans ces infrastructures. Comment est-ce qu'on prend en compte l'avenir où on a des infrastructures qui, elles, détruisent ou en tout cas écrasent la chaîne de production? Et donc, effectivement, le problème, c'est est-ce que les emplois qui n'existeront plus pourront effectivement se payer des voitures à partager? Je m'explique, c'est-à-dire le fait de dire c'est encore un luxe d'avoir une voiture puisque ça prouve qu'on a pu la partager. Donc est-ce qu'il y a un décalage entre la création de valeur liée à la technologie et effectivement la valeur qui est détruite ou en tout cas qui est amenée à zéro par l'automatisation et donc des emplois ou des fonctions qui n'existent plus? Pour préciser, c'est un peu comme Airbnb, ça suppose déjà d'être propriétaire de son appartement pour pouvoir faire du Airbnb, ou en tout cas locataire avec un bailleur compréhensif qui apprécie que vous fassiez de la sous-location. Alors, il ne faudra pas hésiter à me couper parce qu'en fait c'est une question qui est tellement longue et complexe que il va me falloir un tout petit peu de temps.
D'abord, en fait, ce que vous décrivez, c'est un réflexe classique. C'est un réflexe classique face à une révolution industrielle. C'est déjà arrivé. Vous vous rappelez qu'en Angleterre, certains ont cassé les métiers qui étaient des métiers à tisser parce qu'ils pensaient que c'était leur métier qu'on était en train d'annuler. Je ne sais pas si parmi vos amis, vous avez des maréchaux ferrants. J'en doute. Il y a des garagistes. Cette transformation, cette transition, ce n'est pas la première fois qu'on la vit, elle a déjà existé. En revanche, il y a quelque chose de radicalement nouveau, c'est vrai. Ce qui est nouveau, c'est son accélération. Emmanuel en parlait un instant, c'est que ça va à une vitesse assez surprenante et ça ne fait qu'accélérer. Moi, j'aime bien répéter une chose que j'ai vu passer d'un analyste que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Benedict Evans, qui travaille pour le meilleur fonds de capital risque au monde, sans doute, qui s'appelle Andreessen Horowitz, et qui rappelait comme ça, en quelques faits, que dans les années 80, on ne pouvait pas imaginer que les gens qui disaient vous aurez tous un ordinateur sur votre bureau, on les prenait pour des fous. Dans les années 90, ceux qui disaient vous aurez tous un téléphone portable dans la poche, c'était fou. Dans les années 2000, c'était Internet. Après ça, c'est 2005, c'est à peu près 2007, c'est les smartphones. Et qu'aujourd'hui, on nous dit il y aura des robots autour de vous, les algorithmes vont faire exactement ce que Frédéric vient de vous expliquer. Donc, ça va extrêmement vite. Et tous ceux qui ont prédit ces choses-là avaient raison jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut se dire qu'a priori, ils ont raison. Donc, à côté de ça, et pour commencer à en parler, puisqu'on parle du monde qui vient, il y a une certaine défaite politique. Je vous parle dans un contexte tout à fait particulier aujourd'hui. Nous sommes appelés à voter pour la plupart ce week-end. Il y a un retrait. Donc on a affaire à un monde qui s'accélère, un monde qui se globalise, et avec un retrait, a priori, du politique. Ce qui fait que la nature n'aimant pas le vide, les technologies non plus, on a affaire à des plateformes, à des acteurs qui réussissent en fait à se développer sur des éléments qui sont des éléments technologiques, mais qui ne sont pas que technologiques, qui sont pour moi avant tout réglementaires. Parce que aujourd'hui, alors il y a Frédéric qui est une de nos meilleures exceptions, peut-être la plus belle, mais inventer Uber en France, c'était pas possible. Inventer Netflix en France, ce n'est pas possible. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut casser les réglementations. Je dis simplement qu'en fait, il y a des espaces dans lesquels on peut avoir ces inventions et attaquer les infrastructures comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Du coup, partons du principe que toujours le monde reste capitaliste pour encore un moment. C'est vous le prospectiviste, je ne sais pas si vous avez inventé un autre monde. Si on reste dans le schéma classique qui était, vous savez, on dit build, partner ou buy, qui était donc en fait cette façon de dire il y a trois options en fait quand on veut préparer le monde et acquérir quelque chose qu'on n'a pas, soit on le construit, soit en fait on trouve quelqu'un qui le fait mieux que vous, soit vous l'achetez tout simplement. Je pense que ce qui a radicalement changé et ce qui permet en fait d'arriver dans ce nouveau monde et de tester les infrastructures et ce qui vaut pour, là encore je parle pour tout le monde, c'est-à-dire que je parle pour les citoyens, je parle pour les institutions qui doivent assurer la réglementation demain, c'est qu'il faut apprendre à faire. C'est pour ça que cette révolution est tellement importante, c'est celle des makers, c'est ceux qui font. Dans mon entreprise, elle s'appelle Faber Novel pour ça, Faber, de faire. Et ensuite d'apprendre. C'est la seule façon de faire. Donc, attaquer ces infrastructures, réussir à se les approprier, c'est vrai qu'on est en train de créer une couche d'usage et qu'elle n'a été possible que par la captation, c'est un vilain mot, ça suppose quelque chose de méchant, mais en tout cas l'investissement de ces grandes plateformes dans la relation utilisateur et dans cette capacité à être obsédé par l'utilisateur, là où, typiquement, ces grandes plateformes, elles savent avoir des clients gratuits. La plupart, vous utilisez des services que vous ne payez pas. Et c'est parce qu'ils sont des services de qualité exceptionnelle. Je ne sais même pas si en payant, vous aurez de meilleurs services. Et nous, on fait le calcul que vous passez sur les grandes plateformes numériques aujourd'hui plus de la moitié de votre temps sur Internet. Ça va être, et ce temps, c'est du temps qui, derrière, tire sur les infrastructures de toute façon, qu'elles soient des automobiles, des hôtels ou des infrastructures télécom. Emmanuel, justement cette phase d'explication pour comprendre ce monde qui change dans un environnement, parce qu'il y a un élément peut-être pour compléter le propos de Stéphane, qui est la rapidité. C'est-à-dire que quand effectivement les maréchaux ferrants ont vu leur activité décliner, ça n'a pas été du jour au lendemain quand des gens ont téléchargé une application et du jour au lendemain se sont détournés d'autres services parce que effectivement ils ont voté avec leur souris ou avec leur téléphone. Il y a... de toute façon, on n'aurait pas pu être là où on en est aujourd'hui si on n'avait pas fait ce qu'on a fait avant. Donc, il n'y aurait pas eu Blablacar s'il n'y avait pas eu cette sous-utilisation des véhicules. Il n'y aurait pas eu Airbnb s'il n'y avait pas eu cette sous-utilisation. Donc,
Il faut pas. Moi, je dis souvent à mes collaborateurs, je ne sais pas jouer avec le passé, je sais jouer avec le futur. Donc, j'ai une carte qui se dresse devant moi. J'ai des risques, donc j'ai des dangers et j'ai des opportunités. Et je vais analyser ce monde-là en me disant, là, il y a une opportunité qui se dessine. Et ce qu'on sait, ce que je sais, c'est qu'on ne sait pas. D'accord ? Et donc, il faut absolument expérimenter dans tous les sens du terme. Et je rejoins tout à fait Stéphane sur la nécessité de faire de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, d'être dans des champs qui sont des champs technologiques, un peu comme Epitech, sur du développement expérimental, et de combiner tout ça pour trouver les nouvelles pistes d'utilisation, les nouveaux usages. Et effectivement, il faut accepter que les choses évoluent. C'est le sens de la vie, c'est le sens de la biologie, c'est le sens de notre existence. On est là, on est un peu aussi le fruit quelque part du hasard, des interactions, des difficultés, des réactions, des drames qu'on traverse. Ce monde qu'on a, cette Europe, elle a été construite parce qu'on est passé en Europe par des phases qui sont catastrophiques. Et il faut développer une certaine résilience. Donc oui, on a un jeu de cartes devant nous, et il faut savoir à un moment donné se dire je vais essayer d'en tirer le meilleur. Un élément qui est important, un article que j'ai lu il y a quelques mois dans la Harvard Business Review, qui expliquait pourquoi la deuxième centrale de Fukushima n'a pas explosé. Parce qu'elle était à peu près en aussi mauvais état que la première. Et en fait, ils expliquent que la chance qu'ils ont eue, c'est qu'un bâtiment était toujours alimenté en électricité. Et le patron de cette centrale a expliqué à son équipe qu'ils allaient la remettre en route, qu'ils allaient réalimenter les pompes, qu'ils allaient établir un plan, et qu'il fallait qu'ils acceptent que ce plan-là ne soit pas le plan définitif, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils acceptent le changement. Et les mecs, ils ont fait le travail d'un mois en 24 heures pour tirer des câbles, déplacer des pompes, tirer des taurons qui pesaient des tonnes à la force des bras pour réalimenter la centrale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté le changement, ils ont accepté l'agilité, ils ont accepté d'apprendre, en fait. Voilà. Donc à un moment donné, c'est bien d'avoir une vision, de se donner une direction, mais il faut accepter que le changement et l'agilité, je pense que c'est aujourd'hui très important. Sur Epitech, mes trois éléments phares, c'est l'anticipation, l'agilité et l'excellence, où on tire les choses vers le haut et puis on évolue. Et on combine des gens qui ont des connaissances différentes et des visions et des analyses différentes pour pouvoir avoir ce que disait le patron de l'ESCP la semaine dernière quand j'ai rencontré, que 1 + 1 fasse non pas 2 ni 3 mais 11. En ce qui concerne justement cette addition de talent, cette addition en tout cas de matière grise, est-ce qu'il y a un profil, je prends l'exemple parce que s'approprier l'outil numérique, d'en faire, est-ce que ça reste par peut-être tranche d'âge ou par utilisateur, ça reste encore segmentant, c'est encore l'apanage de jeunes générations ou de personnes très impliquées dans l'univers numérique, ou maintenant on voit dans la mobilisation telle que vous la proposez des origines diverses? Alors sur Change.org, la moyenne d'âge dans le monde, c'est 40 ans. Et si vous prenez de l'utilisateur moyen, et si vous prenez la France, on avait fait plusieurs sondages internes il y a quelques temps qui montraient que c'était vraiment très distribué dans la pyramide des âges. Jeunes, 35-45, et puis plus âgés. Donc cette distribution forte, elle est un signe assez révélateur de toute façon du fait que cette révolution numérique dans les usages, elle touche tout notre quotidien, que ça soit se déplacer, que ça soit s'éduquer, mais l'évolution que nous on souhaite apporter avec Change.org, c'est le fait que la politique, la décision publique, la participation, ça devienne aussi un usage accessible, concret, proche de chacun, qu'on soit jeune, vieux, isolé du pouvoir, qu'on ait milité ou pas, qu'on habite en province ou à Paris. Et on le voit dans ces études statistiques qu'on fait qui montrent que c'est très distribué et que finalement aussi de plus en plus de ces pétitions qui aboutissent à des victoires, des changements concrets sont lancées par des citoyens comme vous et moi qui ne sont a priori pas plus politisés ou plus engagés, mais qui grâce à ce pouvoir de connexion et d'échange, mettent en avant une expertise qui leur est propre, c'est l'expertise de leur propre vécu. Ce sont souvent des utilisateurs qui sont touchés directement par des causes, qui vont du coup, par leur histoire, en mettant autour d'eux des gens eux aussi concernés, vont accélérer le temps de la décision et le temps de la mobilisation. Je pense par exemple à des questions comme le harcèlement scolaire qui touche 400 000 enfants en France, qui est le travail quotidien de beaucoup d'associations
Un jour, Nora Fraisse, une personne qui a perdu sa fille, qui s'est suicidée après avoir été harcelée, après avoir remué ciel et terre, après avoir envoyé des courriers au président, etc., a décidé de lancer une pétition sur Change.org. Et on a vu ce coup d'accélérateur qu'a donné la pétition, avec plus de 100 000 signatures en quelques mois, le fait qu'elle a poussé la ministre de l'Éducation à venir sur la plateforme répondre à cette pétition, répondre point par point à ce que proposaient les pétitionnaires, à travers un plan de lutte contre le harcèlement scolaire qu'elle a annoncé il y a quelques semaines à peine. Voilà, des exemples comme ceci, on en a très nombreux, y compris au niveau local et micro-local, entre un petit groupe de citoyens et un maire, entre un petit groupe de consommateurs et une entreprise. On est en train de voir se créer une proximité très forte entre des citoyens d'horizons très divers qui se réapproprient le fait de participer à la décision et de ne pas laisser ça dans les mains de ceux qui seraient les décideurs de leur destin. Question juste sur justement le modèle de société, c'est notre interrogation. Stéphane, comment on fait pour intégrer dans une société, alors évidemment celles et ceux qui peuvent être des contributeurs nets par leur matière grise, parce qu'ils ont justement cette créativité, sanctionnée ou pas par un diplôme d'ailleurs, mais on est dans un univers où la notation devient généralisée. On prenait l'exemple d'Uber, on se retrouve dans des circonstances où le client se fait noter, le prestataire se fait noter, on est dans une évaluation continue, et c'est vrai que des métiers, j'insiste quand même là-dessus, sur la construction de la société, tout le monde ne peut pas être ingénieur, tout le monde n'est pas à valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que par tempérament, par goût, par capacité personnelle, pour plein de motifs, comment est-ce qu'on intègre, et dès lors effectivement qu'on est quand même dans la numérisation permet l'évaluation en continu, et donc effectivement de se dire à un moment la monétisation, puisque le cycle que vous évoquez était éminemment darwinien et donc brutal pour celles et ceux qui ne sont pas des contributeurs à cette société numérique. Alors, tout à l'heure avant d'arriver, je fais référence à peu près au même, là c'est Marc Andreessen himself qui partageait sur les réseaux sociaux un article d'un journal de geek qui s'appelle The Verge, dans lequel ça existe, et qui parlait en fait de chauffeurs Uber qui s'étaient retournés contre Uber parce qu'ils n'étaient pas contents des conditions et qui faisaient leur propre application. Donc c'est récent, ça c'est, et qui disait disrupt the disruptors. Donc je pense qu'il faut garder la capacité donc toujours de faire. Et de ce point de vue-là, je vais faire référence à une très bonne étude que je vous conseille de France Stratégie, anciennement Le Plan, il y a très longtemps, qui a travaillé sur la réalité de l'ascenseur social en France. Et cet ascenseur social, on se rend compte, et ça fait déjà maintenant quelques décennies, qu'il est totalement corrélé en fait à la présence d'enseignement supérieur et à l'accès en fait des jeunes à cet enseignement supérieur. Donc c'est un peu ce que vous dites, c'est ce que fait Emmanuel, c'est qu'il faut le plus possible, c'est-à-dire que dans ce monde qui va très vite et qui a besoin effectivement d'ingénieurs, de gens qui comprennent et qui a besoin de chauffeurs Uber, et que c'est une première façon de faire, mais de leur permettre peut-être un jour eux-mêmes de créer les applications Uber, il faut en permanence permettre à cet ascenseur social de fonctionner, et cet ascenseur social il passe par l'enseignement et par l'enseignement supérieur. Après, je pense qu'il y a un jeu extrêmement important aussi lié à la réglementation et à la bonne échelle en fait de contrôle de ces différents éléments. C'est très compliqué pour nous de partir avec un boulet au pied ou voir une incapacité à développer nos activités et de voir des entreprises qui peuvent de toute façon tout à fait légal, nous rendre service certes, mais le faire depuis le Luxembourg ou depuis l'Irlande avec, vous savez, ça a beaucoup choqué que le plus grand des réseaux sociaux au monde, qui est celui dont le dirigeant vient de décider de faire un chèque de 99% de sa fortune à une fondation pour faire le bien, que l'entreprise en Angleterre payait moins en fait qu'un contribuable moyen en termes d'impôts. Ça c'est des choses sur lesquelles il faut aussi tout de même dans ce monde, si on veut avoir la capacité de pouvoir faire de l'enseignement supérieur partout, il faut garder la main, il faut être encore en capacité de pouvoir influer sur ces décisions. Et Internet comme change.org doit le permettre. C'est-à-dire qu'il faut absolument que cette boucle de rétroaction, elle existe, elle est hyper importante. Frédéric ?
Oui, par rapport à ce qui est des avis et des notations, bon, il faut voir qu'il y a une grosse différence entre être fort en maths ou en philo et juste être agréable dans la vie et avoir un avis positif. Je pense que autant c'est pas forcément effectivement facile ou atteignable d'avoir une médaille Fields en maths, autant juste être sympa avec son voisin, ça je pense que c'est accessible à tout le monde. Ou alors là ça devient une vraie, c'est assez difficile de vivre en société. Donc en fait les notations telles qu'elles sont faites aujourd'hui sur les plateformes, elles ne visent qu'à évaluer le degré de de coopération et de sympathie entre les personnes qui interagissent. Donc en fait ça c'est normalement on peut tous avoir une bonne note. Ou alors vraiment c'est qu'on a décidé de pas être sympa quoi. Mais à ce moment-là on mérite notre seule note. Et en plus ça construit un monde dans lequel moi je préfère me dire que justement en me comportant bien, eh bien j'ai une réputation positive plutôt que n'avoir rien du tout et puis avoir un a priori négatif, parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de savoir qu'on se comporte le mieux possible et de la manière la plus agréable avec ses congénères, mais qu'il y a un a priori négatif parce qu'on ne sait jamais, on pourrait se comporter de travers parce qu'il y en a d'autres qui se comportent de travers. Alors ça, subir l'a priori négatif qui est lié au mauvais comportement d'autres personnes, c'est pas mieux. Donc moi je préfère me dire qu'au moins dans ce contexte-là, j'ai un a priori positif plutôt qu'un a priori négatif, et ça c'est grâce justement aux notations. Alors le deuxième truc que je voulais dire qui rejoint ce que disait Stéphane tout à l'heure, qui est la création de plateformes. Parce qu'il faut voir ce qui s'est passé sur les 15-20 dernières années. En fait, là, on parle de sharing economy, de choses comme ça, économie du partage. En fait, c'est pas vraiment ça la vraie révolution qui s'est passée. C'est juste un tout petit bout. Ce qui s'est vraiment passé, c'est la capacité, notamment des Américains, à créer des plateformes absolument globales qui fournissent un service. Alors ça peut être de l'optimisation, mais ça peut aussi être juste d'amélioration et d'efficacité. Et donc en fait, quand on regarde ce qui s'est vraiment passé, c'est au travers de tout un tas de choses qui sont très précieuses au niveau individuel, eh bien on a été capable de les partager grâce aux nouvelles technologies. Alors je vais prendre 6 exemples, 6 domaines. Il y a le contenu. Donc le contenu, on peut le partager maintenant via Netflix, Spotify, Dropbox. C'est toutes ces plateformes de contenu qui sont devenues des géants de partage de contenu au niveau mondial. La connaissance, on peut partager nos connaissances. Donc c'est toutes les choses qui ont de la valeur pour nous. Donc il y a le contenu, la connaissance, les possessions, l'argent, le réseau, le temps. Donc au niveau des connaissances, ça va être Wikipédia, mais aussi tous les sites de classes en ligne, donc ça peut être Udemy, Open Classroom, Coursera, 360 Learning, tous ces systèmes d'apprentissage qui font qu'on peut partager la connaissance beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus massive que juste dans une salle avec un prof devant 25 personnes. Les possessions, donc là ça touche évidemment ce qui est le plus cher. Donc qu'est-ce qui est le plus cher dans nos vies, ce qu'on possède en objet physique, ça va être la maison, la voiture. Donc ça va faire du Airbnb, Blablacar, Drivey, toutes ces plateformes-là. Et c'est ça qu'on appelle un petit peu la sharing economy. Ensuite il y a l'argent. On peut maintenant donner un sens à son argent et le partager. Tout ce qui est Lending Club, Kickstarter, KissKissBankBank, Ulule, tout ça permet à chaque individu de donner du sens à son argent et de le partager plutôt que de le laisser enfermé sur un compte en banque. Le réseau, évidemment, c'est quelque chose qui a de la valeur aussi et qu'on possède, qui on connaît. Donc maintenant, on est capable de le partager via Facebook, via LinkedIn, il y a d'autres réseaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pareil, était enfermé avant. On avait un carnet d'adresses et puis c'était difficile d'y accéder. Maintenant, le carnet d'adresses, vous regardez LinkedIn, vous savez qui connaît qui. Et c'est tout à fait partagé. Et ensuite, là, il y a le truc un petit peu plus tricky qui va être le temps. Parce que le temps, on dit le temps, c'est de l'argent et c'est là où ça pose justement toutes les difficultés de partager le temps. Alors si je partage mon temps avec mon voisin et que mon voisin me donne 10 €, est-ce que ça veut dire qu'il m'a employé parce que je suis allé l'aider à monter son meuble Ikea? Alors ça c'est toute la question. J'ai partagé mon temps, mais alors voilà, le temps du coup, si je me suis fait rémunérer pour le temps que j'ai donné, ça veut dire que ça s'appelle du travail et là ça devient un petit peu plus compliqué. Mais voilà, en fait ce qui est en train de se passer, c'est cette révolution là. Malheureusement vous avez vu que dans tous les noms de plateformes que j'ai cités, il n'y en a pas beaucoup qui sont non américaines. Donc ils ont une très forte avance sur le monde de demain grâce à la construction de ces plateformes absolument incroyables d'optimisation des ressources et d'efficacité pour chacun. Mais voilà, la partie n'est pas perdue et puis on est en train de montrer que c'est possible de construire des très grandes plateformes en partant aussi d'ailleurs. Merci effectivement pour ce complément, cette précision. Alors je vais inviter les étudiants qui juste se manifestent s'ils ont une question, remarque, commentaire. Vous aviez une question? Oui, pardon, merci de vous présenter.
Alors bonjour, je m'appelle Oumé Malachkar, je suis ingénieure et étudiante au master en urbantique à l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Notamment, ma question s'adresse à monsieur Emmanuel Carly. Vous avez dit que maintenant le numérique c'est un secteur qui évolue en permanence. Donc c'est un phénomène qui appelle un effort d'apprentissage permanent, récurrent pour chacun de nous. On est affronté chaque jour à un nouveau dispositif numérique. Maintenant, est-ce que le secteur du numérique est un secteur maîtrisable pour le moment? Est-ce qu'on peut le maîtriser par la suite? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut maîtriser surtout la société ou l'individu maintenant court après l'évolution de ce secteur? Merci. Est-ce que c'est un système maîtrisable? Est-ce qu'on a envie de le maîtriser? Est-ce qu'on a envie d'en saisir les opportunités? Votre question, elle fait référence à quoi? À la sécurité, à tout ce que ça induit, Vous voudriez aujourd'hui être complètement sécure, vous auriez les outils, d'accord? Vous voudriez vous déconnecter, être invisible dans le monde aujourd'hui, vous pourriez probablement pas, sauf être à la campagne, parce qu'il y a des caméras partout. Le monde aujourd'hui, c'est un monde qui est connecté par nature parce qu'on veut le mesurer, on veut l'optimiser. On veut savoir ce qui se passe. On va aller dans un univers, on parle de changer tous les climats. On est au milieu de la COP21, le climat c'est un vrai sujet. On veut chercher à comprendre ce qui se passe autour de nous, à optimiser l'utilisation des voitures, optimiser. Donc on aura de plus en plus d'outils, de plus en plus de plateformes, de plus en plus de capteurs qui vont nous permettre de comprendre le monde dans lequel on évolue. Donc s'il s'agit de dire on va maîtriser, on va tout contrôler, on va faire des plans quinquennaux pour savoir dans quelle direction on va, ça a été fait, il y a des investissements qui ont été faits, on a des résultats qui sont mesurés dans certains cas. Il ne faut pas chercher à le contrôler. Il y a un État qui est là pour mettre des règles, pour que les choses se fassent d'une façon la plus équilibrée pour tout le monde. Il faut laisser les opportunités, il faut laisser... Regardez, Stéphane parlait des taxis. Il voit Uber, boum, une réaction pas possible. Eh bien, comme dans tout système, quand on le pousse à un point extrême, il a tendance à revenir à l'équilibre au bout d'un certain moment. Ils ont développé leur solution. Eh bien, c'est très bien. Les agences immobilières, elles développent leur plateforme pour avoir une solution qui va compléter ou contrer, j'en sais rien, se loger. Il faut laisser les choses se faire. Il faut laisser les choses se faire. Le monde informatique s'est construit là-dessus. Vous n'auriez pas du Linux dans toutes les fermes de serveurs aujourd'hui si vous n'avez pas eu à un moment donné Linus Torvald, étudiant en Finlande, qui dit le système Unix de l'université, il ne me convient pas, je vais développer le mien. Vous n'auriez pas PHP sans qu'un mec se dise je veux voir combien de personnes passent sur Internet pour voir mon CV. Aujourd'hui, ça drive 200 millions de sites. Tout ça, la limite, elle est là-dedans. La limite, elle est dans la tête de toutes les personnes qui contribuent à ça. Il ne faut pas chercher à le contrôler. Sauf, bien sûr, quand on arrive sur des dérives qui poussent au contexte qu'on connaît aujourd'hui. Oui, là, il faut agir. Mais c'est un monde d'opportunités qui est gigantesque. Regardez ce que fait change.org, c'est fantastique. Là, on est capable les gens sont capables de se fédérer réellement pour pousser des messages. Hein, avant-hier soir, je regardais une émission sur le djihadisme et ainsi de suite sur France 2, et ils expliquaient qu'on était en train de perdre le lien entre, ce que disait Stéphane aussi, entre le peuple et les politiques. Il faut pouvoir leur donner des éléments aussi de réaction, d'agilité. Voilà. Donc non, moi je ne suis pas du tout pour qu'on contrôle. Contrôler, je sais pas ce que ça veut dire. C'est Darwin, effectivement. Il y a le pinson sur l'île numéro A qui a le bec qui est bien adapté, qui survit. Celui qui est sur l'île numéro B, s'il n'a pas le bec qui va bien, il disparaît malheureusement. Et c'est le sens de notre vie. Et ensuite, il faut que les choses soient le plus équilibrées possible. Et ça, il y a des acteurs qui sont en place pour ça. Benjamin ? Je voulais juste réagir sur la question du contrôle, parce que c'est évidemment une question qu'on s'est posée à Change.org. Le choix qu'on a fait, c'est d'être une plateforme ouverte, c'est-à-dire qu'à l'instar de YouTube pour les vidéos, chacun sur Change.org peut lancer sa pétition. Il n'y a pas de modération a priori, il y a une modération a posteriori sur la base de termes d'utilisation, modérant tout ce qui est ouvertement raciste et non discriminatoire. Pourquoi je le souligne? Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est... on parle aujourd'hui de la connexion et de la force de cette multitude de citoyens connectés. Ils sont aussi très forts
dans l'auto-organisation et dans l'autocontrôle. Si vous prenez la France, en 3 ans d'existence, on a dû peut-être modérer une dizaine de pétitions ouvertement en violation de nos termes d'utilisation sur des milliers de pétitions lancées chaque mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces utilisateurs qui signalent ces contenus comme étant inappropriés jouent ce rôle de contrôle, de participation, y compris dans la vie organique de cette plateforme. Et c'est le cas pour de nombreux outils, même si on sait que ça pose certains problèmes avec d'autres réseaux sociaux en ce moment par rapport à la lutte contre le terrorisme. Mais ce qui est intéressant sur une plateforme dont le but est la mobilisation citoyenne, c'est de voir la force de cette multitude qui s'auto-organise pour aussi signaler ce qui, selon elle, viole les termes et l'esprit de la plateforme. Donc c'est aussi ces formes d'autocontrôle qui sont, à mon avis, intéressantes à suivre dans les années à venir. En fait, il faut rappeler que l'économie numérique, la production numérique laisse des traces et se pose la question en fait de ce qui est fait de ces traces. Soit on le fait de manière consciente, soit effectivement elles sont exploitées par d'autres, rassemblées et mises en banque de données. C'est toute la question effectivement d'un droit à la vie privée et de quelle est la responsabilité de l'utilisateur quand effectivement ces traces lui appartiennent mais sont quand même exploitées par des tiers. Autre question? Oui. Donc, bonjour, je m'appelle Romanetti Kevin, je suis ingénieur, étudiant en master robotique à l'EIVP, l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'évolutions, c'est très bien. Ma collègue vous a parlé de l'évolution d'un point de vue humain, moi je voudrais plutôt vous parler de l'évolution d'un point de vue structure. En effet, il devient de plus en plus difficile d'anticiper les futures tendances économiques, comme on l'a vu avec le phénomène Uber, que vous en avez déjà parlé. Toutefois, nos villes sont en tendance à devenir plus intelligentes, en quelque sorte, toutes de plus en plus connectées. Aussi, les infrastructures sont plus lourdes. Par exemple, si tout le monde se met à faire du covoiturage, on n'aura plus besoin de moins de routes. Le problème, c'est quand moi je fais ma route, qu'est-ce que j'en sais? Comment je vais pouvoir savoir qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui va avoir une idée révolutionnaire, qui va changer le monde et qui va faire donc mon autoroute qu'on m'a demandé de faire avec tant de voies, tant de péages, ne sera pas utilisée et que dans 1 an, on viendra me demander des comptes en me disant « vous n'avez pas su prévoir ça ». On parle d'autoroute. C'est pour Frédéric. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Bon, déjà, on est très très loin de ce problème-là, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a moins de 1% des kilomètres parcourus qui sont parcourus avec BlaBlaCar. Donc on est très très loin de ça. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est de savoir comment construire les bonnes infrastructures pour les bons usages par la suite, c'est ça? C'est ça. Par exemple, même au niveau d'un parking, s'il y a du covoiturage, on a besoin de moins de parking. Je pense aussi à une application. Enfin, Amazon voulait développer quelque chose où on se faisait livrer la nourriture chez soi de manière beaucoup plus simple. Dans ces cas-là, j'ai plus besoin d'avoir une grande surface. Mais en attendant, j'en ai besoin. Donc ça évolue tellement vite que les infrastructures ne seront plus utilisées, mais elles coûtent très cher. Ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile de les rentabiliser, donc on a de plus en plus de mal à vouloir investir. L'investissement maintenant se porte essentiellement vers le numérique d'ailleurs. C'est peut-être justement toute la phase qu'on décrit, qui est, on a été très très fort à construire pas mal de trucs physiques. Et aujourd'hui, on va peut-être rationaliser notre usage, non seulement parce qu'on voit que c'est pas soutenable à l'échelle de la planète, mais en plus parce que économiquement, ça fait pas trop de sens et que s'il y a une méthode pour optimiser l'usage, il faut le faire parce que ça coûtera moins cher à tout le monde au final. Donc voilà, et si au final on a construit trop de routes, enfin on n'en est pas là, mais si au final on a construit trop de routes, ça voudra dire que juste c'était une période dans l'histoire où on a surestimé les infrastructures nécessaires parce qu'on n'était pas capable de bien les optimiser. Et donc voilà, c'est une période de non-optimisation physique qui est compensée derrière par un petit peu plus d'intelligence technologique. Effectivement, c'est tout le problème que l'innovation ne remplace pas la perception et la connaissance du marché. Kodak était un des plus gros dépositeurs mondiaux de brevets, c'est-à-dire en termes d'innovation était certainement à la pointe, simplement il y a des marchés, des usages qu'il n'a pas vus. Mais c'est vrai que la responsabilité, elle est moins
chez celui qui perturbe le modèle que dans celui qui a la responsabilité de l'anticiper, parce que c'est sa propre évolution dont il est question. Et cette combinaison, c'est celle du politique sur les infrastructures publiques, et c'est celle des grands équipementiers qui doivent faire le choix, effectivement, des modes de production et de diffusion de leur activité. Stéphane. Moi, je ne suis pas d'accord avec votre perception. Alors, c'est peut-être parce que je suis praticien et que je ne suis pas un producteur d'infrastructures. Moi, ce que je perçois aujourd'hui, c'est que justement, le numérique apporte l'exploitation en permanence de ces infrastructures. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une infrastructure existe. En fait, Internet, le numérique, ces capteurs dont on parlait à l'instant, ont la capacité d'optimiser son exploitation. Donc derrière, après ça, c'est une question de tarif. Ou c'est une question de modèle économique. Donc, comment est-ce qu'on partage la valeur? Mais je ne vois pas aujourd'hui un parking, une autoroute qui soit... Il n'y a qu'à voir comment les gens aujourd'hui se battent pour être concessionnaires d'autoroute. Je ne pense pas que vous parlez de deux choses en fait. Il y a le sujet des infrastructures, et aujourd'hui, justement, il y a un enjeu de comment est-ce qu'on partage la valeur qui est issu de l'exploitation de ces infrastructures. Ça a été vraiment un point qu'on a beaucoup discuté aujourd'hui. Et puis après ça, il y a des innovations d'usage qui, quand un jour quelqu'un réussit par une innovation d'usage à comprendre ce qui change la vie. Parce que ce qui s'est passé de très important dans cette révolution numérique, c'est que nos vies, elles ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais plus qui m'ont parlé hier en me disant « Oh là là, les jeunes, ils sont devenus nuls, ils ne savent plus organiser de fêtes. Dès qu'ils ont envie de faire quelque chose, leur réflexe, c'est d'ouvrir une page Facebook, de dire et de répondre, en fait, de remplir, en fait, de faire une fête en remplissant une page Facebook. » Qui était donc le format de la fête aujourd'hui, qui était conditionné par Facebook. Moi, j'ai pas du tout, je ne vais pas être sympa parce qu'il y a des étudiants là, j'ai pas cette perception du tout. Moi, j'ai l'impression que par rapport à quand j'étais gamin et qu'il fallait passer des coups de fil à tous ses copains pour pouvoir organiser une fête le samedi soir, on a gagné un temps extrême et que ça vaut pour les playlists de quand on va courir et qu'on peut avoir sur Spotify ou Deezer. Je pense que le numérique nous a fait gagner du temps et gagner des usages. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a trouvé un usage qui changeait la vie des gens et qui a réussi de ce point de vue-là, tirer la valeur sur les infrastructures. Et ça, il fallait que je la partage avec vous, parce que je l'ai dit très très souvent, cette phrase, c'est que c'est un auteur de science-fiction qui s'appelle William Gibson, qui a dit que le futur était déjà là, mais qu'il n'était pas réparti de façon équitable. Et moi, je pense que c'est ce qui m'obsède, parce que je pense que plutôt que de se projeter, et là encore, je ne veux pas choquer le prospectiviste de la bande, c'est que pour moi, en fait, tout est déjà là. C'est-à-dire qu'il faut regarder les choses, il faut réussir à les distribuer, à les diffuser, et que l'équité, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue business, est notre enjeu. Remarque d'Emmanuel, et ensuite on a une question sur la gauche. Je vais encore revenir. Je vais vous faire une confidence. C'est que le monde que vous connaissez aujourd'hui n'est pas celui d'hier, et le monde de demain n'est pas celui d'aujourd'hui. Ça, là-dessus. Donc le changement, il ne faut même pas se poser la question si vous allez devoir. Le changement, c'est maintenant. Il avait envie de le faire. Il voulait le faire. Bon, ce qui est important, c'est que, à nouveau, vous êtes un industriel, vous construisez des routes. Soit dans une entreprise, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir des gens qui opèrent le marché tel qu'il est aujourd'hui pour faire entrer du chiffre d'affaires, faire fonctionner l'activité, et avoir des têtes chercheuses en amont pour développer les nouveaux use cases. Si vous prenez le bouquin de Clayton Christensen sur la Disruptive Innovation et Innovation Dilemma et ainsi de suite, il prend des exemples qui sont assez intéressants. Je vais en prendre un que tout le monde va comprendre, le transistor. Aux États-Unis, à l'époque qu'on n'a pas connu, vous aviez des gros postes à lampe, et le business se faisait là-dessus sur la base de la maintenance. On vendait et on faisait de la maintenance. Et puis au bout d'un moment, les Japonais ont sorti des transistors, et il y a eu une miniaturisation. Ils ont emmené la musique, la radio, dans les mains de ceux qui n'y avaient pas accès. D'accord ? Quand ils ont sorti ces équipements, ils sont allés voir les constructeurs historiques en leur disant, voilà, il y a un nouvel équipement, distribuez-le, travaillons ensemble. Ils ont refusé de le faire. Pourquoi ? Parce que le business model n'était pas le même. D'un côté, on avait un business model qui s'appuyait sur la maintenance. Je fais du chiffre d'affaires, je crée la récurrence parce que je répare. Et d'un autre,
Et un autre business model, c'était la distribution. Ils se sont associés avec les Walmart, ainsi de suite. Ils ont explosé, ils ont pris les parts de marché, ils ont tué le gros. Voilà. Et ça, vous en avez des tonnes d'exemples. Parce qu'à un moment donné, le problème des gros, c'est qu'ils regardent leur marge, ils regardent, et c'est normal, hein, mais il faut aussi savoir, à un moment donné, se disrupter soi-même et créer les sociétés qui vont, et créer les structures, les modèles qui vont créer les produits de demain et créer le chiffre d'affaires de demain. Donc peut-être que demain, Colas, qui invente la route qui produit l'électricité, ne produira plus de bitume parce qu'ils n'auront plus la nécessité de faire le bitume. Mais ils ont déjà pensé au coup d'après. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pas de se dire, mon Dieu, on a construit trop de trucs, ok, on les a construits. De toute façon, on ne serait pas là si on ne l'avait pas fait. Les voitures, bah ouais, demain, moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'il n'y ait plus de voitures qui fonctionnent au pétrole. Voilà. C'est qu'on ait de l'hydrogène, de l'électricité, mais les gens ont envie de se déplacer, ils se déplaceront. Les parkings seront peut-être plus petits, mais ok, c'est pas un problème. Ça crée des opportunités. Il faut savoir les saisir. Toujours garder à l'esprit qu'une entreprise est un corps social mortel. Donc effectivement, c'est pour ça même dans le domaine du numérique, vous avez des Second Life ou des MySpace qui ont été des gloires en leur temps, puis à un moment, voilà, malgré cela, les gens se sont détournés et on voit effectivement, même si elles sont toujours en vie, et c'est tant mieux, qu'elles ont une prospérité moindre. Monsieur, votre question. Oui, bonjour. Oui, je me demande si la conférence a été bien intitulée. Est-ce que nous n'aurait pas dû être plutôt quelle société numérique on va nous imposer? Parce que bravo à tous ces entrepreneurs, hein, et très bien, et je n'ai rien contre. Je veux bien qu'il y ait Blablacar à condition que je puisse continuer à utiliser le TGV ou l'autobus. Mais je regrette que la secrétaire d'État au numérique ne soit pas là parce que justement elle participe à cette obligation de faire. Et quand je vois notamment des réglementations comme disant maintenant vous ne pourrez plus faire votre déclaration fiscale par papier, mais vous devrez faire sur Internet, je dis non. Pour être sûr, je suis ingénieur télécom. J'ai connu, il y a plus de 50 ans maintenant, l'écologie. J'ai dit, attention, où va-t-on? Maintenant, je dis, où va-t-on avec le numérique? Parce qu'on oblige toute la société, que ceux qui veulent l'utiliser, très bien, mais qu'on n'ait pas le choix. Ça, c'est ce qui n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que je pensais en venant là, que c'était justement ce genre de discussion qui serait fait avec des sociologues pour que dire ceux qui ne peuvent pas l'utiliser, ben, tant pis, on les laisse de côté. C'est ce que j'évoquais en préambule dans le propos, c'est-à-dire de dire effectivement que cette société, elle est dépendante des usages et effectivement de la réglementation. Peut-être un mot sur ce qu'évoque ce monsieur. Est-ce que c'est pour vous une crainte? Juste, si vous appuyez juste sur le micro. On est vraiment en marche vers le Big Brother, la société qui contrôle tout. Un autre exemple, on ne pourra plus payer avec des billets de banque. Il faudra tout payer par son smartphone. C'est quelque chose d'absolument abominable. Quand on veut aussi, si on se déplace en voiture, maintenant, heureusement, on ne les a pas, mais on va avoir toutes les caméras qui vont dire, voilà, chacun est là. Donc, je crois qu'il faut vraiment mettre des contrepoids. Ça, on le sait avec votre téléphone, hein, où vous êtes. Oui, non, mais absolument. Sur la caméra. Et justement, on a supprimé les cabines téléphoniques qui permettaient encore de faire de l'anonyme. Mais je pense qu'il y a plusieurs problématiques. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas non plus vous imaginer que quand vous envoyez votre feuille d'impôt écrite sur un bout de papier, elle ne finit pas dans un ordinateur centralisé. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'au lieu que ce soit vous qui remplissiez votre déclaration, c'est quelqu'un d'autre qui reçoit un papier et qui passe sa journée, pensez à lui. Oui, mais si vous permettez juste une dernière chose, c'est qu'à partir du moment où justement ça va être mis dans l'ordinateur, ça va être contrôlé par l'ordinateur, et les législateurs qui ne sont pas là aujourd'hui vont en profiter pour mettre une complexité d'ordinateur dedans. On dit le droit du travail, c'est trop parce que ça fait 1,5 kg. Quand ça ne fera plus qu'1 mégaoctet, on pourra mettre 2, 3, 10 mégaoctets. Voilà donc on est parti. Effectivement, aussi, dans le même genre d'objet,
de nouvelles sociétés, on la complexifie tellement que ça devient impossible humainement. On ajoute des contrôles, et d'ailleurs ça donne du PIB, puisque ça fait des diagnostiqueurs, ça fait des contrôleurs, ça fait tout ça. Donc, et ça c'est rendu possible effectivement par les ordinateurs. Et donc je dis attention, attention, on va dans le mur. Oui, enfin voilà, juste dire que en fait c'est une optimisation, le fait qu'on vous demande de remplir, enfin je dis ça, je suis pas l'État, rien du tout moi, hein, mais le fait qu'on vous demande de remplir votre déclaration d'impôt, déjà moi très honnêtement je trouve que c'est plutôt pratique que tout soit déjà rempli, parce que la dernière fois j'ai déclaré à 23h58 et j'étais bien content que tout soit déjà là parce que j'avais pas les informations et tout était déjà rentré dans ma feuille d'impôt, donc j'étais content. Et je préfère ça plutôt que de me dire je vais passer une demi-journée à remplir à la main quelque chose que quelqu'un d'autre va se coltiner à retranscrire du papier vers l'ordinateur, parce que de toute manière au final ça finit dans l'ordinateur. Donc du coup je pense qu'on gagne un petit peu de temps quand même. Alors après, pas du tout. Vraiment. Alors, on va... Un mot et ensuite on passe au... Je vous conseille de faire une pétition sur change.org pour que... parce que la société numérique, quelle société numérique voulons-nous? Ce qui est proposé par Blablacar, c'est proposé. Si vous ne voulez pas vous en servir, vous n'en servez pas. Ce n'est pas imposé. Hein. Donc faisons une pétition et puis voyons si la majorité des gens veulent ou pas supprimer ou interdire ou ne plus utiliser les plateformes qui existent. Comme ça, Alors, je nomme... Forestier Guillaume, étudiant à l'ETNA en première année. En fait, vous parlez d'avancées technologiques et que tout se retrouve dans l'ordinateur. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une perte de liberté un peu quand tout se retrouve dans les bases de données? Par exemple, il y a des avancées technologiques comme les montres connectées. Et Samsung avait proposé un projet de ville connectée, des smart cities. Et est-ce que ce ne serait pas un peu contrôlé? Alors, si on a affaire à une telle alliance générationnelle, on est foutu. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit dès le départ. Je vous ai dit qu'on était un peu trop homogène ici. Et si le corps des télécoms et l'ENA s'allient, on est encore plus foutu. Alors, moi je suis puisque vous avez beaucoup posé votre question, moi je vais me permettre de vous dire, et on pourra continuer à un autre moment, que j'aurais pas pris votre exemple. Je trouve que votre exemple, il n'est pas bon. Et qu'il y a des points, par exemple, que vous disiez, la déclaration d'impôt, c'est un problème. Le vote électronique est un problème. Le vote électronique est d'ailleurs quelque chose qui n'est toujours pas imposé, sur lequel il y a eu énormément de questions. Il y a des exercices qui sont des exercices démocratiques sur lesquels on considère que le numérique ne doit pas, ne peut pas, et peut-être même ne remplacera jamais en fait des éléments qui sont des éléments justement d'exercice démocratique sur lequel Internet peut être un problème. Et ce qui me permet, et je suis un peu déçu parce que bon, c'est les choses, mais comme vous nous dites qu'on cherche à vous imposer des choses, je n'ai eu de cesse, et donc je vais le répéter, de dire que ce qui comptait, c'était de faire et d'apprendre. Parce que, justement, il ne s'agit surtout pas de se faire imposer quelque chose. Et si on ne veut pas se le faire imposer, la seule façon de ne pas se le faire imposer, c'est de continuer à apprendre. Par exemple, le monsieur qui est à l'origine de l'open source, qui est un monsieur un peu compliqué, qui s'appelle Richard Stallman, son point de départ, quand il a inventé l'open source, c'est parce qu'on essayait de lui imposer, vous savez, ces drivers d'imprimantes, parce que maintenant on parle de société, on parle de démocratie, mais avant c'était simplement quand vous achetiez quelque chose et qu'on vous imposait quelque chose et que vous n'aviez pas envie, vous considériez que vous aviez acheté, pourquoi est-ce qu'il faudrait encore avoir, on vous a posé de payer pour des mises à jour, des choses comme ça. Donc c'est ce monsieur qui a dit, il en est hors de question, moi je vais ouvrir, je vais créer l'open source de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès. Ça finit aujourd'hui par le cas de Volkswagen. Volkswagen, si le logiciel avait été open source, si on avait pu le regarder et le comprendre, il ne serait sans doute pas passé ce qui s'est passé. Donc, et ce monsieur dit, bah écoutez, moi j'ai un problème, effectivement, j'ai un problème avec Uber, parce que je souhaiterais continuer à pouvoir avoir des déplacements anonymes dans des taxis avec de la monnaie. C'est-à-dire que je ne veux pas être tracé, c'est quelqu'un qui est totalement obsessionnel sur ce sujet. Donc je vous dis simplement que les meilleurs alliés, vos meilleurs alliés, ils sont ici, c'est des personnes justement qui font attention, qui vont alerter, qui auront des solutions et des alternatives. Et c'est la même... Salut Frédéric.
Et c'est à peu près la même réponse que je vous ferai. C'est-à-dire qu'on peut supposer comme ça le danger, on peut le fantasmer, il a toujours été là. Le meilleur contrôle démocratique sur ces sujets, c'est la pratique. Et je pense qu'effectivement se pose une question qui est une question fondamentale d'évolution du droit, donc très anglo-saxon, les arrivées des plateformes. Donc en fait, la jurisprudence versus nous, qui avons toujours eu tendance à légiférer ex ante, et du coup à imposer des systèmes qui soit n'arrivent pas, soit qui bloquent par la suite. Et ça, c'est un débat fondamental que vous pourrez peut-être avoir dans votre école, et on sera ravis de pouvoir y participer, voire bénéficier de vos lumières. Merci Stéphane. Effectivement, il ne faut pas que le droit international devienne les conditions générales d'utilisation des plateformes. Monsieur. Oui, mais je voudrais revenir un peu au ras des pâquerettes. Moi, quand je suis chez mes parents en province, je ne peux pas téléphoner parce qu'il n'y a pas d'antenne à proximité. Par contre, il y en a 4 au-dessus de mon immeuble. Je trouve ça totalement aberrant. Alors, j'ai posé la question à l'opérateur, pourquoi il n'y a pas d'antenne? Il m'a dit que ce n'est pas rentable. Alors, ça pose une question de savoir si on est rentable ou si on a un service public. Jadis, il y avait un service public qui assurait le téléphone, la poste à tout le monde. Maintenant, il n'y a plus. Je trouve que c'est dommage. Il y a un mot sur les zones blanches, ce que vous évoquez, ça s'appelle les zones blanches. Les zones blanches, a priori, la réglementation impose maintenant aux opérateurs de mutualiser. Non, mais en principe, là, on est vers la phase de, quand vous regardez une carte de couverture, effectivement. Voilà, mais là on serait plutôt vers une phase de finalisation, mais c'est vrai que effectivement la notion de service, et c'est là où on voit c'est difficilement calcable de dupliquer le système habituel, le système historique français de service public avec des entreprises éminemment commerciales où il faut des clients et que ces clients soient solvables. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Elliot Ziegler, je suis business developer chez Meilleurs Agents. Et ma question porte sur une touche un peu plus positive entre la relation de l'organisation des entreprises aujourd'hui et le numérique. J'ai un sentiment que le numérique permet d'aller vers plus d'horizontalité, ou du moins des entreprises qu'appelle Isaac Getz des entreprises libérées. Et je voudrais avoir le sentiment des intervenants là-dessus. Quel est l'impact du numérique sur la nouvelle organisation des sociétés, quelque chose de moins vertical, de plus voilà, qui vient plus de la base. Merci. Alors, je voulais évoquer, pour vous répondre, ce qu'on voit en tout cas de plus en plus, c'est l'hybridation de modèles d'entreprise et de modèles hors entreprise. Donc c'est pas directement le modèle que vous évoquez de l'entreprise libérée. Je voulais évoquer le fait qu'on voit apparaître, notamment grâce au numérique, la réflexion vers des modèles d'entreprise qui dépassent, par exemple, la dichotomie traditionnelle très forte en France, notamment entre entreprises, associations. Nous, Change.org, par exemple, on a fait le choix d'être certifié B Corp, Benefit Corporation. Si je dis pas de bêtises, il est parti, mais Blablacar est en train de réfléchir à cette certification, qui est en fait l'idée de mettre au cœur du projet d'entreprise l'impact sociétal et environnemental avant la rentabilité économique. Et c'est l'idée de finalement commencer aussi à rebattre les cartes et à réfléchir en profondeur dans le modèle de l'entreprise, grâce notamment aux outils numériques de collaboration à l'extérieur, mais aussi dans l'entreprise, sur ce qu'on met au centre, notamment en termes de participation des salariés à ce que va être la définition de cet impact sociétal, comment on les fait participer à la décision, comment aussi on met la satisfaction individuelle des salariés autres, par exemple, que des critères comme le salaire, au cœur du projet d'entreprise. Juste pour vous donner un exemple concret, nous, parmi nos arguments pour aller chercher dans un milieu très compétitif qu'est la Silicon Valley, nos développeurs et ingénieurs, puisqu'on est en compétition avec Facebook et d'autres, on a développé des atouts fondamentaux, à mon avis, qui sont par exemple une politique de congé parental de 18 semaines, qui est plus avantageuse que ce que vous allez trouver à Facebook. Et ça,
ça participe, c'est pas que le numérique, mais c'est un peu la suite logique de cette hybridation des modèles qu'on a vu se favoriser grâce à la révolution numérique, où on va mettre autour de la table des modèles entrepreneuriaux, des modèles de mission sociale, des modèles d'associatifs qui se mélangent et qui donnent naissance à de nouveaux projets d'entreprise où on place aussi au cœur de la décision cette multitude aussi des salariés et des parties prenantes de l'organisation. Bonjour, je m'appelle Frédéric Petridis. Alors, vous pouvez juste allumer le micro. Il est allumé. Ah pardon. Donc, alors l'utiliser. Je fais partie du groupe Ionis, je suis dans l'ETNA en première année. Et en fait, plutôt, vous avez parlé de la perte politique-société. Mais je me posais la question si aujourd'hui, avec tous nos objets connectés, avec Facebook, comme vous avez dit, où aujourd'hui on peut programmer une fête en quelques minutes avec n'importe qui, si tout simplement on ne serait pas en train de perdre de plus en plus, à cause de ça plutôt, simplement le contact physique humain vers humain. Stéphane, est-ce qu'on perd le contact physique? Moi, je ne le crois pas. Enfin, j'ai toujours eu la certitude, la conviction et la pratique de penser que plus on dématérialisait, plus on donnait de valeur au monde physique. Quand j'ai créé un des premiers coworking en France qui s'appelle La Cantine, il y en a eu beaucoup depuis, c'était surprenant de voir à quel point en fait, on pourrait se dire que les gens ont besoin uniquement de se parler sur Internet, d'échanger, de chatter, parfois de se téléphoner. Non, en fait, les gens ils ont besoin de se voir, que la première des inventions, c'est pour ça que le rapport à l'innovation, et qu'est-ce qu'on laisse passer, à chaque fois que j'ai dû réfléchir avec des geeks à des espaces, la première idée qui vient à chaque fois, c'est des cages de Faraday. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la cage de Faraday? C'est un truc qui vous isole en fait de tout réseau. Donc ce rapport, pour moi cette alternance, cette combinaison de physique et de numérique, c'est la base de tout. C'est la base justement c'est comme une bonne recette. Faut réussir à mesurer les deux. Donc je pense que évidemment, peut-être qu'un des seuls dommages du numérique, c'est que je pense qu'effectivement la lettre d'amour, la vraie qu'on trouvait dans sa boîte aux lettres, est peut-être un petit peu moins pratiquée aujourd'hui. Mais je pense que les pratiques amoureuses, je pense que les pratiques amicales, je pense que n'ont pas perdu en fait. Et je crois pas du tout en fait qu'il y ait une perte d'humain dans ce qu'on fait. Après ça, la question c'est humain augmenté et relation homme-machine, qui sont des choses intéressantes. Par exemple, je vous ai parlé de relations amoureuses. Le film de Spike Jonze, Her, est pour moi un truc incroyable. J'y pense souvent. Je me dis, est-ce qu'un jour on tombera amoureux de Siri, quoi. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de cette romance qui se débute, mais... Attends, Nicolas, il ne veut pas me laisser la parole, je vais la prendre. Est-ce qu'il aurait pu créer une fête avec 3000 personnes sans avoir Facebook? Ben non. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on peut mobiliser des gens autour comme change.org, s'il n'y avait pas eu Facebook ou d'autres outils? Non, donc il y a le lien physique. Oui, mais est-ce qu'il aurait pu faire une fête avec 3000 personnes? Peut-être pas sans Facebook, mais est-ce qu'il a besoin de 3000 personnes pour faire la fête, plutôt que d'être avec ses proches et ceux qu'on aime vraiment? Alors, non. Mais dans ce cas-là, tu utilises le timbre et le courrier, ça fait la même chose. Ça n'a pas de sens. Non, alors, pour refaire peut-être le lien physique et avec l'enseignement, pour être très clair, pour acquérir une connaissance, le MOOC est un outil intéressant d'accession à un savoir. Par contre, et vous voyez bien que l'élite, elle fréquente des MBA sur lesquels elle passe du temps, parce que si c'est juste l'apprentissage académique, vous achetez 2 mètres linéaires de livres de management et vous aurez l'information, mais c'est bien dans le frottement entre les individus à l'occasion des séances de travail, dans les lieux de production de connaissances, qu'il y a effectivement un réseau, une intimité qui se crée et qui permet d'avoir cette création. Donc c'est là où on voit toute la différence effectivement, le fait qu'il y a un contact, en tout cas des échanges humains qui ne remplaceront pas la lecture personnelle, individuelle à distance de PDF pas très bien mis en page. Alors juste une question... Oui, je sais, mais j'avais une dame qui était là parce qu'on va essayer de couvrir tout le spectre. Vous avez dit que le numérique donnait du sens à son argent. J'aimerais
vous développiez, s'il vous plaît. Je dénonce Frédéric. C'est Frédéric Mazella qui a dit ça, que effectivement ça permettait de donner du sens à son argent. Je lui laisse la paternité de ce propos. Si l'argent avait un sens, enfin, c'est un sujet quasiment de philosophie, mais voilà, j'ai bien un avis personnel, mais je ne suis pas sûr qu'il vous intéresse. Pardon, à moins que... Alors, hop, on part par là. Ah, madame, oui, comme ça, hop, allez-y. Je voulais savoir, là où vous êtes, chacun de vous, comment vous conjuguez les innovations numériques incontournables et les questions de l'éthique, la question du sens et de l'éthique. Et vous lui avez demandé de le dire brièvement, oui, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Chacun, un exemple concret. Merci, madame. Pas de problème. Non, mais je pense que cette question, je l'évoquais tout à l'heure à travers l'hybridation des modèles, le fait qu'on a fait le choix d'être une entreprise qui met d'abord une mission sociale au cœur. J'évoquais cette fonction d'autocontrôle, le fait qu'au cœur de beaucoup de plateformes, en tout cas de la nôtre, c'est l'utilisateur qui est au cœur de cet organisme vivant qui est la communauté de ses utilisateurs. Donc, c'est l'utilisateur qui vient avec son expertise de son vécu, de sa cause, qui agrège ou pas, qui trouve ou pas le consensus, qui va être aussi capable de signaler ce qui est clairement en violation de certaines valeurs. Donc on est sur nous on a fait ce pari fort de l'ouverture où on se dit que plus la plateforme sera ouverte, plus potentiellement des citoyens auront voix au chapitre, y compris ceux qui sont le plus éloignés du pouvoir, de l'expression, de l'éducation, qui vont de proche en proche découvrir ce que c'est que l'engagement. Et donc c'est, d'un point de vue éthique, à mon avis, un engagement assez fort de prendre ce pari de l'ouverture, avec les risques qu'il peut y avoir, le fait qu'on sait que sur le numérique, il y a des gens qui peuvent avancer masqués, on sait que sur le numérique, il y a des inégalités comme dans la vraie vie, où des gens savent mieux utiliser les outils que l'autre. Mais justement, en faisant le pari d'une plateforme totalement ouverte, nous, on fait ce choix de favoriser l'émergence du plus grand nombre de points de vue. Et donc, c'est un engagement éthique assez fort. Stéphane a réfléchi depuis. En fait, au risque de vous décevoir, moi, je n'ai pas de, enfin, je réussis pas depuis tout à l'heure à trouver des cas éthiques avec le numérique. Je trouve qu'on retombe souvent sur des conflits d'intérêts, sur des questions qui sont des questions. Je pense qu'on reste sur des sujets qui sont des sujets de formation, qui d'ailleurs peut-être à l'école devraient être un peu plus formés, mais là de façon indépendante du numérique, parce que alors peut-être qu'à la fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'il y a un mélange un peu compliqué de valeurs, et que dans les valeurs, il y a quelque chose d'assez éthique, et puis il y a quelque chose qui est très financier. Donc le fait d'utiliser Uber, pas utiliser Uber, enfin c'est chouette, mais après ça, chacun ses pratiques. Moi, c'est vrai que je ne suis pas super fan d'Uber, par exemple, voilà, j'utilise pas Uber. Mais dans les pratiques professionnelles, je pense qu'il y a des usages de l'email aussi auxquels il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut être capable aussi à certains moments de savoir s'arrêter, ne pas en vouloir à quelqu'un pour un email, parce qu'il y a tellement de maladresses ou de choses comme ça qui peuvent se cumuler. Donc voilà. Emmanuel. Je pense que ce qu'on fait sur Epitech aujourd'hui, c'est qu'on focalise les étudiants sur on appelle les humanités ou les éléments sociétaux. Et ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est posez-vous 5 minutes, vous oubliez tout ce que vous faites au quotidien avec le digital et regardez ce que vous avez autour de vous. Tout ce qu'il y a autour de vous, ça a été fait pour l'homme globalement. Donc, et ensuite, on a des temps dans la scolarité où on va parler de problèmes sociétaux. Donc au mois de septembre, on a eu 15 jours de conférences, et sur ces 15 jours, on a parlé de la violence, on a parlé de la transparence, on a parlé de la valeur du nous, et on a demandé aux étudiants, au travers de l'outil numérique, d'apporter des réponses technologiques pour trouver des solutions à ces problèmes. Ensuite, la techno, elle existe pour elle, à certains moments, et elle doit exister beaucoup pour nous, d'une manière plus large. Hop, monsieur. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Grégoire Even et je travaille pour justement un réseau de quartier qui s'appelle Peuplade, et on essaie de créer du lien social grâce au numérique. Et je voulais avoir l'avis des intervenants sur le fait, est-ce que le numérique détruit plus de capital social qu'il n'en crée, et de deux, quel est son rôle à l'heure actuelle au vu de ce qu'on vit en ce moment pour améliorer le climat social en France. Voilà. Avec des réponses courtes, c'était ça.
Pourquoi le numérique détruirait détruirait le numérique, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, qui sont colossales, c'est une action qui est probablement pas dimensionnée correctement. La France, et quand on regarde l'histoire de la France, c'est un bijou de diversité. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de grandir sur l'île de la Réunion, avec des Tamouls, avec des musulmans, avec des Chinois, et tout le monde fonctionnait ensemble, il n'y a jamais eu aucun problème, parce qu'il y avait du respect mutuel. Donc, le numérique, aujourd'hui, c'est un moyen, c'est un vecteur pour une minorité, pour véhiculer la haine et pour véhiculer de la fracture. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'il y a une partie de la population qui est silencieuse, qui ne dit rien, et qui devrait se saisir de cette question-là pour régler le problème. Donc le numérique ne casse rien, on a un problème avec notre histoire et l'acceptation de notre histoire, de qui on est, et de crier haut et fort nos valeurs. Voilà. Bonjour, je m'appelle Victoria Nigo, je suis étudiante à l'ETS, École européenne à Paris. Et moi, je me demandais si finalement l'avènement du numérique n'était pas une transition vers une économie collaborative, comme on peut on pourrait prendre l'exemple par exemple de Change.org, de Blablacar ou encore de Itch par exemple. Ça suppose juste que vous ayez quelque chose à apporter dans cette collaboration. Donc effectivement, à ce niveau-là, chacun est inégal, et surtout dès lors que des gens apporteraient la même chose, il y a une concurrence qui se fait entre eux, et l'expérience passée montrerait qu'ils le font à la baisse. Et donc effectivement, ça peut être un élément de nivellement par le bas. La question est posée. Stéphane. Vous avez d'autant plus raison que, en fait, c'est la façon la plus agréable de raconter ce qui est en train de se passer, et que c'est peut-être notre plus bel espoir dans ce qui vient. Donc oui. Après, effectivement, Nicolas nous invitait un peu à précaution. Je dirais simplement qu'aussi, je reviens sur mon point, qui était le point qu'on partageait avec Frédéric Mazzella, c'est une économie de plateforme qui est en train de se créer. Et que ces plateformes, elles ont leurs déterminants, elles ont leur fonctionnement, et qu'on a de moins en moins de prise sur eux. Donc si notre avenir, c'est d'être uniquement producteur et consommateur, et que notre relation à la société, c'est d'être producteur ou consommateur, on peut dire que l'économie du partage est une meilleure économie, mais ça ne fera pas forcément une meilleure société. Mais moi, je me demandais si on était, s'il y avait vraiment, on était en période de transition. Je ne dis pas qu'elle est mieux ou moins bien, c'était pas ma question, mais est-ce que vous pensez qu'on est réellement en... S'il faut être conclusif sur ce point, et vu que Laure nous y invite elle aussi, certainement, en fait, on est là pour vous dire, nous, qu'on voit effectivement qu'on est en train sans doute de basculer dans un monde. Et moi, le sentiment que j'ai eu ces derniers temps, c'est qu'il y a eu un déni jusqu'à peu près 2014. C'est-à-dire que jusqu'à 2014, on a pensé qu'on pouvait résister, que l'ancien monde tiendrait, que tout n'était pas gagné. J'ai connu la première bulle Internet. Tout est parti avec l'eau du bain. Et là, on est dans un autre... Et maintenant, j'ai l'impression... Vous savez, dans les grandes tragédies, il y a l'acte 3 et il y a l'acte 4. L'acte 3, encore tout est possible, on pense qu'ils vont encore pouvoir se marier, que tout ça va être fait. Et puis l'acte 4, tout est lié, tout est fini. L'inéluctable est en place. On est effectivement, moi j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'acte 4 en ce moment, et reprendre en main, et je ne voudrais pas vous plomber, la période est suffisamment compliquée en ce moment, mais effectivement il faut quand même trouver en fait le moyen, et ce que vous disiez monsieur sur le lien, sur comment il faut aussi réimaginer des pratiques qui sont des pratiques sociales, il faut se réapproprier les choses, voilà, c'est donc inventer. Il y a un proverbe américain qui dit « l'opéra n'est pas achevé tant que la grosse dame n'a pas fini de chanter ». C'est effectivement ça. Et même Google, quand les Google Glass étaient globalement techniquement au point, le marché, la communauté des utilisateurs a dit non, parce que les usages sont trop intrusifs, ne sont pas satisfaisants, on n'est pas convaincu. Google, qui n'est pas une entreprise d'humanistes, a dit effectivement, on le retire du marché, voilà, on reverra notre copie, pour peut-être le voir réapparaître ou pas un jour, mais il a obtempéré.
Très rapidement, je voulais vous répondre non pas sur l'économie collaborative qui n'est pas notre champ d'expertise, mais sur la politique collaborative, j'ai envie de dire, qui est au cœur de Change.org. Oui, il y a une transition, mais le problème, c'est qu'il y a une résistance forte à la transition des décideurs. Et il y a beaucoup d'ouvrages en ce moment là-dessus. Je vous renvoie notamment à la déconnexion des élites de la journaliste du Monde, Laure Belot, qui a fait ce tour d'horizon de cette fracture très nette entre cette multiplicité d'outils de cette approche plateforme et de nos élites. Et là, je ne veux pas faire de généralité, mais il se trouve que voilà, c'est documenté d'un certain nombre d'élites entrepreneuriales et politiques qui prennent ça comme un gadget, quelque chose de très isolé, et ne voient pas la lame de fond qui est en train d'avenir, et notamment de cette demande des citoyens face à une offre politique décevante de s'approprier la décision, la participation par cette approche plateforme et collaborative. Donc la transition, elle est en marche, mais elle est clairement freinée par ces décideurs qui vont à un certain moment, à mon avis, devoir emboîter le pas. Alors, je vous annonce par anticipation, il nous reste 2 questions, donc monsieur, et nous finirons avec mademoiselle. Pardon. Bonjour, Guillaume, étudiant en journalisme. On est ici dans le cadre de la COP. Moi, je voulais savoir quelles problématiques écologiques posait le numérique et comment cette industrie pouvait servir le développement durable. Stéphane. C'est contribue à la fois au problème et à la solution. Excusez-moi, j'ai vu, où êtes-vous? J'aimerais bien vous voir. Me poser voilà, merci. Le numérique produit énormément de pollution, consomme énormément d'électricité, puis en plus il y a ce principe, vous savez, le cloud, c'est ce côté magique. En fait, on a perdu l'idée en fait de comment les choses étaient produites et on ne les recycle plus. Donc les ordinateurs, les téléphones, on les change à peu près tous les 6 à 18 mois. Donc évidemment, il y a un impact. On sait aussi que le numérique peut y contribuer. Parce qu'il y a l'aspect participation, compréhension. Nous, par exemple, à la COP21, on a décidé de produire quelque chose qui s'appelle la grande conversation, qui permet en fait aux personnes de poser des questions et d'avoir des réponses. Donc je pense que l'information, on a assez peu parlé d'information ce matin, me semble-t-il. Et c'est donc informer, c'est super important. C'est-à-dire que dans les pratiques qui sont Internet permet de se renseigner, permet d'apprendre, permet de... Donc voilà, quels sont les grands projets aujourd'hui? Toutes les grandes entreprises du numérique annoncent qu'elles ont un bilan carbone neutre, qu'elles ont des plans pour pouvoir informer, participer à cette transition qui est non pas uniquement numérique mais aussi énergétique. Je sais en revanche, et c'est là où il y a des gros progrès à faire, moi si je viens là aujourd'hui, c'est parce que je sais que mon milieu n'est pas suffisamment préoccupé et qu'il y a énormément de choses à faire et qu'en particulier les méthodologies d'innovation sont des méthodologies qui sont aujourd'hui trop peu, qui intègrent pas suffisamment en fait la dimension nature et environnement. C'est-à-dire qu'on pense à l'utilisateur, au consommateur, à ses usages, mais en fait le contexte global est trop souvent en fait absent. Donc il faut réussir à faire quelque chose, c'est sûr. Pensez au site de chaussures qui vous propose de choisir et de vous renvoyer. Vous pouvez renvoyer gratuitement les 5-6 paires de chaussures parce que vous les aurez essayées, vous aurez voulu, effectivement, elles naviguent et c'est autant de flux pas particulièrement utiles qui rendent un service puisque effectivement vous aurez des chaussures à votre pied. Mais il s'avère que le bilan carbone de l'achat de votre paire de chaussures est tout à fait, il peut être amélioré. Mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Camille Charot et je suis Community Manager chez Nature et Découverte. Ma question, c'est plus peut-être pour Monsieur Carly et Monsieur Distinguin. Vous parliez de l'apprentissage, de faire et apprendre. Mais aujourd'hui, avec tous les nouveaux outils, les nouvelles structures permis par le numérique, est-ce que vous nous conseillez et est-ce que selon vous, il est possible et nécessaire d'être expert sur ces outils, de se dire expert sur un outil, un logiciel, une nouvelle structure, ou est-ce que du coup il est plus nécessaire d'être vraiment expert mais plutôt de se diversifier et de diversifier nos apprentissages et nos compétences? Vous êtes dans un marché, vous avez des compétences et c'est le mix entre le besoin d'une entreprise et les compétences que vous allez avoir qui feront que vous aurez soit un travail soit un emploi. Aujourd'hui, si vous voulez tout savoir sur tout, c'est à peu près impossible. Je vous prends un exemple, vous prenez un livre sur une techno, vous finissez de le lire, vous pouvez être sûr, vous pouvez recommencer tout de suite. Donc ce qui est hyper important,
C'est déjà de savoir où vous voulez aller, ce dont vous avez besoin, vous focaliser là-dessus, avoir une méthode d'apprentissage qui vous permet de trouver l'information et d'acquérir les compétences de la manière la plus efficace possible et gérer le changement en permanence. Sur l'école, ce qu'on fait aujourd'hui, nous, les fondamentaux techniques qu'on donne aux étudiants, on s'appuie sur des technologies qui sont des technologies, on fait du C, du C++, c'est des langages qui sont un peu chiants, un peu lourds, mais ce n'est pas la technologie qui nous intéresse à proprement parler. Moi, ça ne m'intéresse pas de leur apprendre le dernier truc. Ce qui m'intéresse, c'est de m'assurer que quand ils devront l'apprendre, ils seront en mesure de le faire. Quand ils comprendront la nature du problème, ils seront en mesure de définir quelles solutions technologiques ils vont devoir acquérir pour pouvoir répondre à la solution. C'est ça, parce que vous avez une diversité qui est trop importante aujourd'hui. Alors, on me dit qu'on a encore le temps. On me fait des signes sur une montre, mais je ne veux pas croire que ce soit le temps qui soit fini. Oui, une question. Bonjour, Benjamin, étudiant à Epitech. Alors, j'ai une question par rapport au partage, justement. Aujourd'hui, on est dans une société de partage, surtout grâce à Internet, et pourtant, tout ce qui est popcorn time, le téléchargement illégal, est justement illégal. Est-ce qu'il ne faudrait pas évoluer à ce niveau-là, même si ça peut paraître bizarre par rapport à tout ce qui est producteur, réalisateur, je parle des films. Certes, ça paraît drastique, mais on est quand même dans une société où tout se partage, notamment ça. Je pense qu'il faudrait s'adapter. Il faut juste qu'ils réduisent leur train de vie, quoi, en quelque sorte. Comment Non, parce qu'effectivement, le problème du partage, c'est que effectivement, ça suppose qu'il y ait quand même un modèle de financement à un moment ou à un autre pour être dans la logique de je gagne ma vie et je peux être... En fait, la notion, c'est est-ce que je suis un professionnel de mon métier? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, pour être musicien, être obligatoirement serveur ou avoir une activité annexe et d'être un créateur à temps partiel, puisqu'en fait, ça reviendra à ça, puisque le métier de la musique, ou de la création artistique, s'il n'est pas rémunéré, si la personne n'a pas monté son propre modèle économique, son business model, effectivement, il ne va pas pouvoir en vivre. Alors effectivement, la question se pose de comment est-ce qu'on fait pour vivre de son métier dès lors que ceux qui en bénéficient ne le financeraient pas. Regardez YouTube. Même au niveau de Spotify, qui est un service entièrement gratuit, on a des maisons de disques qui ont réussi à mixer le fait de partager leur musique sur ces services et de vendre des disques. Et on a des artistes qui en vivent très bien. Ben voilà, discutez tous les deux, vous avez trouvé des solutions. Hein? C'est comme ça que ça se passe. C'est quoi le dernier film que tu as téléchargé? On le dira à personne. C'était Docteur Mabuse, c'était un film d'Abel Gance, c'était un film, c'était quoi? À vrai dire, ça fait longtemps. C'était il y a longtemps? Non, je me rappelle plus exactement. Ouais. Mais dans le soft, longtemps, c'est des millisecondes. Hein. Bon, non, c'est dans le délai de prescription pour l'infraction qu'il a commis. Enfin, on a affaire là pour le coup à une économie. C'est un des débats qui est un des débats les plus anciens et les moins, sur lequel il y a eu ça a bougé énormément, hein, énormément, mais qui reste Adopi, qui meurt pas, les décisions récemment du ministère de la Culture, l'opposition, on va dire entre, c'est pas forcément les anciens et les modernes, enfin en tout cas les tenants des droits d'auteur et puis les tenants en fait des usages sur le numérique. Qui s'opposent et et le problème n'est pas traité. Ce que dit ton camarade à côté est vrai, c'est qu'en fait à côté il y a des personnes qui ont réussi à avancer et proposer des usages, parce que ce que veulent les gens c'est que ce soit facile. Le vrai problème qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est que les ayants droit n'avaient pas assez innové et n'avaient pas proposé de vraies facilités. C'est-à-dire qu'il y a qu'à regarder aujourd'hui la réalité entre la plateforme Plus de France Télévisions et la comparer à la facilité d'usage de Netflix. C'est vrai de ce point de vue-là, il y a un vrai enjeu de qui réussit à innover assez vite et proposer en fait à l'utilisateur ce qu'il veut. C'est l'enjeu de la vitesse. Après ça, personne ici ne peut en tout cas certainement pas moi, je ne peux pas me résoudre au fait de dire que la création ne soit plus en fait financée et qu'effectivement on réussisse à avoir des systèmes qui soient complètement hors de tout cadre, de façon à financer la création. C'est simplement... vas-y, tu... Je parlais pas de ne plus financer la création, mais de changer de système.
Le système, la certitude, c'est que le système est en train de changer de ce point de vue-là. Et qu'on revient encore sur ce sujet des grandes plateformes. Donc, il ne faut pas oublier aussi que ce qui est en train de se passer, et on le voit très bien avec les évolutions de Canal+ récemment, c'est qu'il va y avoir un gros impact sur la production de cinéma français. Bon, qui avait peut-être des torts, hein, peut-être qu'il y avait trop de films d'arrêt d'essai, j'en sais rien, je ne rentre pas dans ce débat. Mais qu'en tout cas, la chaîne de financement va être considérablement bouleversée dans les années qui viennent. Donc, on s'est toujours enorgueilli en France de notre exception culturelle, du fait qu'on avait un marché, enfin en tout cas une création artistique, ne parlons pas toujours de marché, qui était exceptionnelle et qui était. Il faut lui trouver les moyens aussi de se transformer et d'accompagner ces transformations. Voilà. Et ça ne se fait pas à la vitesse de Popcorn Time. Et Popcorn Time a été interdit pour une fois, et je trouve que c'est quand même un signe assez intéressant, comme Mega Upload par le FBI, pas par la DOPI ou le ministère de l'Intérieur en France. Dis-toi que tu finances pas le produit d'aujourd'hui, tu finances la créativité de demain. Voilà. Si tu n'as pas un transfert de toi vers les autres, il n'y aura plus rien demain, ça va mourir. Mais YouTube... je vais être obligé de conclure. Alors, je suis vraiment désolé parce qu'il y a des forces qui nous dépassent, enfin en tout cas qui me dépassent, et qui nous invitent à évacuer les lieux. Non, en tout cas, à vous remercier surtout pour votre contribution des deux côtés de cette table. Et effectivement, l'idée étant surtout d'initier une réflexion, d'initier des échanges entre vous et de voir effectivement que moins on sera de simples consommateurs de ces technologies, plus on pourra justement les améliorer et surtout moins les subir. Merci en tout cas pour votre assiduité. Merci.